Lundi 21 novembre, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Samuel Chevou, voulais-je dire, rebondissement dans le dossier Boukan Alonso, l'ancien premier ministre Matata Mponyo sera enfin jugé par la Cour constitutionnelle, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le juge de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui l'a dit. C'était au cours de l'audience du vendredi 18 novembre dernier. Mais la grande question à ce sujet est celle de savoir pourquoi aujourd'hui la Cour constitutionnelle dirigée par Dieudonné Kamuleta est compétente de juger Matata Mponyo, alors qu'hier, cette cour dirigée par Dieudonné Kalouba était incompétente. On va essayer de répondre à cette question avec un avocat qui est avec nous sur ce plateau de Samuel Chevou. Aussi, le 18e sommet de la francophonie, Jean-Michel Famalo Condé, satisfait d'avoir justement porté la voix du pays et salue la condamnation de l'agression rwandaise, de l'agression rwandaise sous couvert par les M23, voulais-je dire, dans l'entretemps, ce Paul Kagame qui accepte d'exhorter le M23 de pouvoir se retirer de territoire congolais et puis d'assesser les faits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le facilitateur Uhuru Kenyatta qui l'a dit. Voilà qui font l'objet de notre échange au cours de cette émission. Samuel Chevou, Maître Platini Bandou, il est secrétaire national en charge du portefeuille du parti Essor, proche de l'Union Sacrée. Maître Platini, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour votre invitation. Et je suis très content d'être là pour échanger sur des questions d'actualité de notre pays. Très bien, merci beaucoup, Maître Platini Badou. Cette émission est co-présentée. Je suis avec Tania Moubadi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, bonjour Maître Platini, bonjour. Bienvenue à vous encore une fois. Merci. Bonjour aux téléspectateurs de CML 13 Télévision, en particulier ceux de CML chez vous. Très bien, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Contactez-nous au plus 243 82 70 66 531, c'est notre numéro. Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages, nous allons essayer de les lire sur ce plateau. Alors, Maître Platini Badou, je vous ai présenté comme avocat également, bien que vous êtes secrétaire national en charge du portefeuille de votre parti, mais vous êtes aussi avocat. Alors, nous parlons ici du rebondissement dans le dossier Boukan Alonso. Ici, je fais allusion à l'ancien premier ministre Matata Mponyo. Il est aujourd'hui poursuivi pour de faits commis lors de l'exercice de ses fonctions. Hier, cette cour constitutionnelle qui était incompétente, c'était dirigée par Dieudonné Kalouba. Aujourd'hui, Dieudonné Kamuleta s'est dit prêt à juger. Enfin, la cour constitutionnelle dirigée par Dieudonné Kamuleta s'est dit prête à juger Matata Mponyo. Votre lecture et quelle est la différence aujourd'hui de constater que hier c'était incompétente, aujourd'hui la cour devient compétente? Merci beaucoup pour la question posée. Je voulais juste rappeler que réfléchir de cette manière-là, ce serait attribuer à la Cour constitutionnelle d'autres réflexions qu'elle n'a pas. Voilà. En fait, la Cour constitutionnelle a été saisie pour interpréter une disposition de la Constitution. Elle a été saisie par la Cour de cassation. La question qui a été posée à la Cour constitutionnelle, c'était de savoir, d'interpréter l'article 64 sur l'exercice, c'est-à-dire l'exercice des fonctions et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Voilà. C'était ça la question qui a été posée à la Cour. Est-ce que la Cour peut interpréter, donner les explications sur cette disposition-là? En répondant à cette disposition-là, la Cour a dit qu'elle est compétente pour juger le Premier ministre pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Et la Cour va chuter pour dire que concernant la décision, l'arrêt sous, il a donné le numéro, par rapport à ça, la Cour estime qu'elle est compétente pour juger ce cas-là. Voilà comment l'historique de cette décision-là a vu le jour. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que hier, je parie que c'était la même question que la Cour devrait répondre, mais avec Dieudonné Kalouba, la Cour était incompétente. C'est quoi? Il y a une magie juridique, on se pose des questions. Est-ce que c'est une main politique derrière ce dossier ou comment, Maître Platini Badou? Alors, je ne veux pas aller dans le piège des journalistes, il faut savoir s'il y a une main politique ou pas, mais je vais rester un peu avocat. Voilà. Au regard de la loi, les compétences sont organisées avant même que la personne puisse commettre une infraction. Voilà. Dans notre pays, il n'y a pas une personne qui peut se dire qu'il n'a pas de juge naturel.
Donc, c'est-à-dire, il pose un acte infractionnel et il n'y a personne pour l'arrêter ou pour le condamner. Dans notre pays, ça n'existe pas. Tout le monde a un juge naturel. Et la Cour constitutionnelle, à son article 164, il avait déjà... Donc, la disposition constitutionnelle avait déjà prévu que c'est le Premier ministre ou le président de la République qui pose les actes infractionnels dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors, je peux même aller au-delà, parce que je quitte la Constitution. J'entre dans les sources du droit. Il y a ce qu'on appelle les principes généraux du droit. Il y a ce qu'on appelle le principe de la cristallisation de la peine. C'est-à-dire, c'est au moment de la commission de l'infraction qu'on détermine le juge compétent. Lorsque le monsieur, entre guillemets, Matata, commettait l'infraction, entre guillemets, de détournement, tout ce qu'on a cité là, il avait quelle qualité? S'il était Premier ministre, pendant qu'il posait cet acte-là, effectivement, c'est la Cour constitutionnelle qui serait compétente. Mais la décision prise par la Cour constitutionnelle avec le président Dieudonné Kalouba, je n'entre pas dans les secrets des gens qui s'habillent en robe pour savoir ils ont quel sexe, mais du moins je reste juriste. Au terme de la loi, c'est ce qui devait être fait. C'est ça en fait le vrai droit. Mais ce qui Donc, vous estimez que Dieudonné Kalouba n'avait pas dit le vrai droit? Bon, je n'aimerais pas dire clairement qu'il n'avait pas dit le vrai droit. Je ne sais pas ce qui lui avait poussé à donner cet arrêt-là. Je n'entre pas dans les détails. Mais moi, je vous dis ce qui est prévu dans la loi. En tant que juriste, je vous donne ce qui est prévu. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle actuelle est d'accord avec moi, ou encore je suis d'accord avec la Cour constitutionnelle, pour que l'occasion à l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, c'est que un ancien Premier ministre, un ancien chef de l'État peut être jugé devant la Cour constitutionnelle, parce qu'il n'y a pas une personne qui peut être sans juge naturel dans notre pays. Alors, Maître Platini, vous estimez qu'il n'y a pas eu de contradiction avec l'arrêt de Dieudonné Kalouba? S'il n'y a pas eu de contradiction, je dirais plutôt qu'il y a eu des contradictions, parce qu'au départ, déjà, la Cour s'était prononcée sur la question pour dire qu'elle est incompétente, et aujourd'hui, la Cour revient sur sa décision, mais ce n'est pas une chose nouvelle. Pourquoi je dis cela? Parce que récemment, nous avons vu aussi, avec la publication des résultats des élections, la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle a prévu ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel. C'est possible, parce que la Cour constitutionnelle, c'est une institution qui est au sommet. Lorsqu'il prend une décision, on ne fait plus appel, on ne fait plus recours ailleurs. Mais du moins, vous pouvez revenir devant la même Cour pour qu'il puisse soit interpréter sa propre décision ou qu'il puisse revoir sa propre décision. Ce sont des dispositions prévues dans la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce, il y a eu une décision qui a été prononcée concernant le dossier Matata. Mais actuellement, la Cour constitutionnelle a cette possibilité-là de faire cet revirement jurisprudentiel. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, qu'il y a eu revirement jurisprudentiel. Et aujourd'hui, la Cour qui s'était déclarée incompétente est revenue sur le bon droit pour se déclarer compétente. Donc, il y a eu contradiction, il y a eu complémentarité. Je ne préfère pas aller dans les termes, mais je préfère plutôt utiliser le terme approprié, qui est le revirement jurisprudentiel. Alors, quelle est votre appréciation personnelle concernant cette décision? Je crois que la deuxième décision a respecté le droit. Et la première n'avait pas respecté le droit. Si je peux me dire en peu de mots. La deuxième décision, parce que je suis aussi un spécialiste en droit pénal de fond et de forme, parce que j'ai fait mes études doctorales à l'université de Kinshasa, je peux au moins dire que la deuxième décision, je suis parfaitement d'accord avec ça, au regard de l'analyse de l'article 164, ainsi qu'au regard de l'analyse du principe général du droit, qui est le moment, la cristallisation de la peine ou de l'infraction qui détermine le juge compétent. Alors, n'est-ce pas là une juridiction créée qui, dorénavant, pourrait également juger les présidents honoraires? Vous savez, le problème avec notre pays, nous avons des textes de loi bien légiférés. Il suffit juste de les appliquer. Et ça ne serait pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que non, lorsque ça brûle chez le voisin, là c'est bon. Quand ça vient chez nous, non, c'est pas chez nous. Et j'entends même les gens, d'autres juristes parlent même que non, il y a de l'acharnement sur
le sénateur Matata Ponyo. Moi, je dis non. Les textes de loi ne sont pas pour les individus, c'est pour la société. C'est pour organiser la société. Parce que le droit organise la société. Aujourd'hui, s'il est prouvé que l'ancien président peut être jugé, même l'actuel aussi peut être jugé là-bas. Donc, les textes ne sont pas pour les individus. Les textes, c'est pour organiser la société. Même le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peut aussi être jugé devant la Cour constitutionnelle. Même l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, peut également être jugé. Même, parce que vous parlez souvent du dossier Matata Ponyo, mais Bruno Tshibala n'était pas Premier ministre. Pourquoi lui, il n'en parle pas? Parce qu'il n'y a pas de dossier contre lui. Donc, les textes de loi, on n'a pas légiféré pour Matata. On a légiféré pour tous les premiers ministres en fonction et les anciens premiers ministres qui ne sont plus en fonction, ils sont jugeables devant la Cour constitutionnelle. Je peux même ajouter le chef de l'État en fonction et les chefs de l'État honoraires sont jugeables devant la Cour constitutionnelle. Donc, on ne cible pas les individus, mais plutôt on cherche à organiser la société. Et lorsque vous êtes chef, il faut savoir que la loi existe. Lorsque vous allez à côté, vous serez le lendemain questionné par rapport à la gestion de la chose publique. Parce que vous êtes venu gérer la chose publique. Ce n'est pas chez vous. Vous êtes là pour gérer la chose publique. Ça m'étonne aujourd'hui à Kinshasa ou au Congo, on a des politiciens riches, des politiciens qui ont des immeubles, ainsi de suite. Ça m'étonne. Mais il faut qu'on commence aussi à vérifier comment est-ce qu'ils arrivent à acquérir tous ces immeubles-là, tout cet argent-là. Ils arrivent à les avoir comment? C'est aussi important, nous devons le savoir aussi. Parce qu'aujourd'hui, le vrai souverain du pouvoir, c'est le peuple. Ce n'est pas les politiciens. Mais lorsqu'on leur donne une partie de notre pouvoir, ils doivent nous rendre des comptes. Et la justice est là pour réglementer les choses. C'est très important et on devait aussi l'inculquer dans la population. Dans vos mots, vous dites que cette Cour a respecté le bon droit. Cela revient à dire que la Cour de Dieudonné Kalouba est remise en cause? Bon, je ne dis pas que la Cour de Dieudonné Kalouba est remise en cause, mais la décision, je n'avais pas partagé cette décision-là au regard des dispositions légales que je vous ai démontrées ici. Parce que déjà, vous savez, lorsqu'on parle de l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à l'occasion, on suppose que la personne a agi parce qu'il est. S'il n'était pas, il n'allait pas faire ainsi. OK? Mais alors que dans l'exercice, c'est-à-dire par rapport à ses attributions, il a agi et il a enfreint la loi. Mais à l'occasion, on suppose qu'il a fait ça juste profitant de sa qualité, des premiers ministres. Vous voyez un peu la différence. Maintenant, aujourd'hui, avec le président, le sénateur Avi Matata Ponyo, c'est vraiment prouvé que Bokanga Lonzo a posé problème. Parce que nous sommes dans un pays où les champs ne peuvent pas poser problème. Parce que la terre de notre pays est cultivable. Mais lorsqu'on débourse beaucoup d'argent dans ce secteur et qu'on trouve qu'il n'y a pas de résultats escomptés, c'est quand même normal de poser des questions. Et tout le monde est présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire. Présentement, là, on n'a pas dit que c'est lui qui a détourné de l'argent, c'est seulement qu'il doit venir se justifier devant le juge naturel, pour qu'il donne des arguments de droit. Mais ce n'est pas que non, il est directement condamnable, il est directement réprimable, il est encore bénéficiaire de la présomption d'innocence. Mais parlons de Bokanga Lonzo, Maître Platini, l'ex-premier ministre n'était pas le ministre de budget, parce que vous parlez de la gestion de finances. Vous savez, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées tout autour de la gestion de la chose publique lorsque le sénateur Matata Ponyo était au pouvoir. Il n'y a pas que lui, il y a encore d'autres dossiers à charge de plusieurs autres personnes qui ont eu à gérer ce pays. Je prends par exemple le cas des fibres optiques. Aujourd'hui, l'Internet dans notre pays, ça laisse à désirer. Il n'y a pas seulement le cas de fibres optiques, il y a plusieurs autres dossiers que nous pouvons relever ici. Alors, quoi de plus normal d'appeler celui qui avait la charge, parce que l'exécutif est bicéphale, c'est vrai, mais du moins, c'est lui qui gère la politique de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Quoi de plus normal d'inviter un Premier ministre pour venir se justifier? J'insiste encore pour dire qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est constitutionnel. Donc, s'il trouve que non, la gestion a été séparée, c'est à lui de venir démontrer. Récemment, on avait invité le ministre de Transport au Parlement
pour justifier la gestion de ce secteur-là. Il est venu, il a justifié, les parlementaires avaient estimé que non, c'était suffisant, c'était convaincant, ils ont passé à autre chose. Lui aussi peut venir, il justifie, il parle, il donne des justifications. Parce que vous savez, cet argent-là, c'est l'argent de nous tous. Dans cet argent-là, si 200 millions, quoi que ce soit, il y a aussi mon argent dedans. Donc j'ai besoin de savoir un peu plus. Ce n'est pas parce que il est Premier ministre qu'il peut se permettre de prendre mon argent dedans et puis faire ce qu'il veut. Donc nous avons besoin de tous ces éléments-là pour que je puisse aussi avoir le cœur net. Vous voyez un peu. Avec des incertitudes, des décisions qui changent autour de nos instances juridiques, vous pensez que cela est favorable à notre pays? Comment est-ce que les autres pays étrangers ou voisins peuvent faire confiance à notre justice? Vous savez, le problème de la justice, c'est un problème, c'est un chantier en fait. C'est un chantier dont il faudrait que le chef de l'État puisse intervenir afin qu'on puisse trouver des solutions par rapport à cela. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas le cadre macroéconomique, ce n'est pas tout ce que nous voyons là. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le macadam, il y a des gens qui viennent pour mettre le goudron sur la route. Il met le goudron sur la route au mois de janvier. Et au mois de mai, nous trouvons des trous comme si on n'avait pas fait un travail là-dessus. Normalement, on devait avoir un service de contrôle pour faire la suivi s'il a respecté les normes d'asphaltage. Il faut asphalter le terrain. Alors aujourd'hui, là, quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, et la personne sait que non, même si j'ai fait ça, je ne serai pas poursuivi, donc il peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas que ça, il y a dans plusieurs autres domaines. Vous demandez à quelqu'un de faire ce travail, il ne fait pas bien, et puis demain il y a encore un problème, mais la justice n'intervient pas. C'est ça maintenant le problème que nous avons. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu de pourcentage un peu partout. Il y a des traîtres un peu partout. Tout ça là, ça arrive pourquoi? Parce que la justice a apparemment fermé les yeux. Ou encore, s'il n'a pas fermé les yeux, c'est que la politique est en train de prendre le dessus sur la justice dans notre pays. C'est ce qui est déplorable. C'est vrai, c'est pour ça que je dis que c'est un chantier où le chef de l'État doit vraiment s'y mettre pour chercher un peu à porter des solutions sur cette situation-là. Mais moi, je crois qu'un bon ministre de la Justice, rigoureux, et avec un président du Conseil supérieur de la magistrature rigoureux, on peut changer beaucoup de choses. Lorsque le ministre de la Justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature travaille en synergie avec le chef de l'État, les choses vont passer en avant. Parce que les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État et sont prises au nom de la population. Déjà, un ministre de la Justice qui sait faire la suivi de tout le monde et il collabore mieux avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, je crois que les choses vont un peu aller de l'avant. Et les coups de téléphone prendront un peu fin. Mais à ce stade, qu'en est-il de l'état de droit? Parce qu'on remarque que c'est un côté où il y a plus de victimes, de gens qui se font poursuivre, de gens qui sont condamnés, alors que ceux qui sont, je veux citer là, du camp de l'Union sacrée, eux, ils arrivent quand même à bénéficier des acquittements ou carrément de liberté provisoire qui reste suspendue jusqu'à ce jour. Madame, vous savez, le droit, à la fois, on protège les intérêts des victimes et aussi les intérêts de, entre guillemets, l'auteur de l'infraction. Je prends les cas de Vijay Chimanga, parce que les gens en parlent beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il a obtenu la liberté provisoire? La liberté provisoire, c'est un droit. Ok? C'est-à-dire, lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction pénale, ça revient, la détention c'est l'exception, le principe c'est la liberté. Mais pour arrêter quelqu'un, pour lui priver sa liberté, il y a 3 éléments dont il faut tenir compte de cela. Il y a la résidence douteuse, c'est-à-dire on ne connaît pas là où il habite. L'identité douteuse, un monsieur qui a plusieurs identités, on ne sait pas comment le déterminer. Et puis l'infraction doit être supérieure à une peine bien déterminée. Lorsque ces 3 éléments sont réunis, ce n'est pas toujours fini. Le procureur aussi doit apprécier. C'est-à-dire qu'il apprécie au regard de ces 3 éléments et au regard de son intime conviction s'il peut accorder une liberté ou pas. Une fois qu'il est convaincu qu'il peut accorder une liberté, il va le faire. Ça ne demande pas l'intervention du chef de l'État. Et lorsqu'on vous accorde une liberté provisoire, ça ne veut pas dire que non, tu es un innocent ou tu es acquitté. La liberté provisoire, c'est justement, on t'a autorisé de rester en dehors de la détention, mais les enquêtes continuent, tu vas répondre aux invitations du magistrat. C'est ça le principe, parce que tout le monde est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant un juge. Mais c'est un principe qui n'est pas respecté. Par qui? Parce qu'il faut faire la différence entre les infractions. Il y a des gens qui sont poursuivis par les services de l'ANER pour avoir commis une infraction sur la sûreté de l'État. Là-bas, la procédure est autre par rapport à la procédure pénale. Parce que beaucoup de gens ignorent cette notion-là. Lorsque vous êtes poursuivi par le service de l'ANER pour des infractions sur la sûreté de l'État, on ne va plus vous appliquer le code de procédure pénale à la lettre. La procédure de procédure est accélérée. L'OPJ qui a le dossier, il va voir que ses pouvoirs seront multipliés directement. Les pouvoirs seront accrus directement. C'est ça en fait la différence. Et aujourd'hui, les auteurs des infractions de droit commun, on le gère avec le code de procédure pénale ordinaire. Et c'est ce que je viens de vous dire, qu'on peut toujours solliciter à tout moment. Aujourd'hui, si les gens parlent beaucoup des libertés provisoires, c'est parce qu'ils ne fréquentent pas souvent le parquet. Ils sont à la maison, ils voient seulement lorsqu'on arrête une autorité ou une personne un peu connue, directement ils sautent, non, on lui a accordé, ils vérifient si on va lui accorder. Mais c'est chaque jour que les gens sont en train d'obtenir les libertés provisoires devant le parquet. C'est presque chaque jour. Moi, j'avais demandé ça récemment ici avec mon client. C'est seulement que mon client n'est pas célèbre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ça dans votre émission. Mais s'il était Viditimanga, s'il était conseiller, je ne sais pas où... Justement, s'il faut parler de ce célèbre, quand il s'agit de ce célèbre qui, eux, justement, font partie de l'Union sacrée, il y a liberté provisoire, c'est de l'opposition baptiste. Bon, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont en liberté. Aujourd'hui, votre confrère ici, Jacqueline Dalla est dehors, non? Vous n'avez pas suivi ça? Si, après combien de temps? Mais il a été arrêté pour quelle infraction? Il faut faire la part de choses. Par quel service? Par quel service et pour quelle infraction? Voilà. Mais lui, c'est pas une liberté provisoire. Il a purgé sa peine et puis il est sorti. Mais pas la totalité. Donc, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle. Voilà. Donc, pour vous dire que non, il y a des gens qui sortent. Je vous ai dit que moi-même, j'avais obtenu une liberté provisoire. Je ne veux pas citer le nom des magistrats pour ne pas faire sa publicité, mais du moins, il y a des magistrats qui accordent aussi des libertés provisoires à tout le monde, à toutes les personnes qui en demandent. Très bien. Alors, merci beaucoup, Maître Platini. Nous allons y revenir sur cette affaire des libertés provisoires. Je rappelle les numéros, c'est le plus 743 82 62 66 531. Maître Platini Badou, c'est notre invité sur ce plateau. Nous sommes en train d'échanger sur le dossier Bukanga Alonso. La Cour constitutionnelle aujourd'hui s'est déclarée compétente pour juger un ancien premier ministre et un ancien président de la République. On se demande, est-ce que Joseph Kabila pourrait aussi un jour être jugé par cette Cour constitutionnelle? On va essayer de répondre autour de ce plateau avec notre invité. Alors, Maître Platini, vous avez ici dit que même un ancien président peut être jugé parce que la Cour s'est déclarée compétente. Mais, Maître Platini, que dire aujourd'hui de la loi sur la protection des anciens chefs d'État? Est-ce que parce que la Cour constitutionnelle s'est dit compétente, est-ce que cette loi n'aura pas d'impact aujourd'hui? Parce que en lisant justement l'un des paragraphes de cette loi, vous verrez où on dit qu'un ancien président ne peut pas être poursuivi pour des infractions commises lors de l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle se déclare compétente? Est-ce que cette loi aura de l'impact? Bon, laisse-moi vous dire que dans la pyramide des normes juridiques, la Constitution est au sommet. Et toutes les lois inférieures ont une obligation de se conformer à la Constitution. C'est ça le principe. Alors, aujourd'hui, l'article 164 est clair sur la question de sa compétence. On dit qu'elle est compétente, cette Cour-là constitutionnelle, pour juger le chef de l'État et le Premier ministre pour les actes posés, dans l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion. J'ai aussi dit que dans l'exercice, c'est-à-dire pendant son mandat, il est en train de travailler, il peut poser un acte qualifié d'infraction. Vous avez la haute trahison et d'autres actes qui peuvent être qualifiés d'infraction. Il y a aussi de l'autre côté de fonctions de droit commun. C'est-à-dire qu'il peut détourner, faire autre chose. C'est-à-dire qu'il profite de sa situation, il profite de la qualité pour faire X, Y chose. Donc par rapport à ces deux pôles-là,
c'est la Cour constitutionnelle qui est la juridiction compétente. Maintenant, si je viens maintenant au niveau du de notre sénateur à vie, que nous devons protéger, bien sûr. Joseph Kabila. Voilà. Alors, je dis ceci. Il est un ancien président, oui ou non? Oui. La Cour constitutionnelle s'est prononcée pour dire que non, un ancien président peut être jugé devant elle. Donc, comme il est un ancien président, elle peut être jugée devant elle. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a déterminé cette compétence-là, mais c'est la Constitution qui l'en a déterminé. Et en matière d'interprétation de la Constitution, en matière de l'inconstitutionnalité ou de constitutionnalité, c'est la Cour constitutionnelle qui a la compétence de l'interpréter. Lorsqu'il y a une disposition constitutionnelle qui semble être ambiguë, on peut que venir interroger la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse se prononcer par rapport à cette disposition qui est apparemment ambiguë. Et en date d'aujourd'hui, c'était l'article 164 qui faisait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui, la précision a été donnée qu'un ancien et l'actuel sont tous justiciables devant la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour a tranché. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Platini, aujourd'hui, Matata Mponyo est sénateur. Vous savez bien, il est sénateur. Sa juridiction serait la cour de cassation. Mais c'est vrai, il a posé des actes lorsqu'il était Premier ministre. Aujourd'hui, il est sénateur. Comment ça va se passer? Vous savez, la loi a prévu une procédure appropriée par rapport à cela. Parce qu'il est sénateur actuellement. Donc, en tant que sénateur, il n'a rien fait comme problème. Mais il a posé des actes comme Premier ministre à l'époque où il était Premier ministre. Ce qu'il faut faire maintenant, parce que les sénateurs ont des immunités. Il faut obtenir, par exemple, la levée des immunités, afin qu'il soit mis à la disposition de la justice. Ok, Maître Platini, est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui va demander cette levée des immunités ou c'est la Cour de cassation qui va demander cette levée d'immunité de Matata Mponyo? Alors, par rapport à cette question, c'est plutôt la Cour constitutionnelle. Non, le parquet général près la Cour constitutionnelle. Parce que le parquet général près la Cour constitutionnelle, c'est lui qui va poursuivre Monsieur Matata Mponyo et les autres d'ailleurs. Parce que souvent on parle de Matata Mponyo, c'est comme si c'était l'acharnement sur lui. Voilà. Mais l'acteur majeur, l'acteur principal. Non, et les autres. Moi je veux ajouter et les autres. Donc voyez un peu. Donc c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui va solliciter la levée de ses immunités pour qu'il soit mis à la disposition de la justice. Et c'est en partant de cette procédure-là que nous allons y arriver à une décision, je peux dire une décision équitable et une décision qui va respecter la procédure. Parce que comme sénateur, il n'a pas posé un acte infractionnel. Comme sénateur, il n'a rien fait comme sénateur qui peut faire de sorte que le parquet général, près la Cour de cassation, puisse solliciter la levée des immunités. Mais il faut savoir aussi une chose. Parce que je sais que ça fait couler beaucoup d'encre. Les gens vont dire non, c'est le parquet général pour la Cour constitutionnelle. Mais le parquet, il y a un principe de l'unicité du ministère public. Les parquets sont un et indivisibles. Ok? Au regard de ce principe de l'unicité, même si c'est la Cour de cassation qui demandait, même si c'est le parquet qui demandait, mais ils sont tous régis par le principe de l'unicité. Et l'hiérarchie au sein... C'est une précision. Voilà. L'hiérarchie au sein du parquet est importante. Parce que au sommet de chaque ordre de juridiction, il y a un parquet général, mais ces parquets généraux sont appelés à collaborer parce qu'ils sont régis par le principe de l'unicité. Donc, au regard de ce principe-là, je crois pour respecter les textes, pour ne pas donner l'opportunité aux gens de se lever des exceptions, il serait mieux de laisser que le procureur général pour la Cour constitutionnelle puisse solliciter cette levée des immunités. Et maître, au cas où cette levée des immunités n'est pas accordée, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je me demande maintenant pourquoi ça ne sera pas accordé. Parce que c'est un monsieur comme tout le monde. Il est sénateur, on peut solliciter la levée des immunités lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur sa personne. Je ne vois pas pourquoi on va refuser. Je sais qu'il y a des jeux politiques. Je sais qu'à deux fois... non, mais maître, il faudrait rappeler, Matata Mponyo n'a pas d'immunité, je parie. Ces immunités étaient levées, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Oui, si j'ai bonne mémoire aussi, il avait sollicité qu'on puisse lui restituer ses immunités qui étaient levées. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de précision si la réponse a été favorable ou non. Mais du moins,
réfléchissons dans les deux sens. Dans les deux sens, s'il a toujours des immunités, donc on suppose qu'on va solliciter la levée. Mais s'il n'y en a plus, on les récupère. On va le récupérer parce qu'on va, mais du moins on peut l'inviter et venir répondre aux invitations du procureur. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Platini, vous avez ici parlé de la liberté provisoire. C'est vrai, on va revenir parce que j'ai des petites questions. Mais revenons justement sur la décision qu'avait prise le juge président Dieudonné Kalouba. Aujourd'hui, Dieudonné Kalouba n'est plus à la tête de la Cour constitutionnelle. Mais il faut rappeler ici que c'est un professeur d'université, un professeur de droit. Est-ce que aujourd'hui, la justice congolaise pose problème, Maître Platini Badou, au regard de certaines décisions qui sont prises par des juges, de surcroît professeurs d'université? Vous savez, le professeur Kalouba, c'est un grand professeur dont les qualités intellectuelles ne sont pas remises en cause. Et je crois qu'il a ses propres raisons qui avaient fait que non, cette décision-là soit prise. Et moi, je crois, en droit, on dit, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une décision prise, vous pouvez juste avancer des arguments de droit et pour démontrer votre théorie, en fait, pour arriver à démontrer vos arguments par rapport à ces arguments. Et ce qui est aussi compliqué, c'est que la Cour constitutionnelle a la possibilité, il a donné la possibilité à ses membres de rédiger les opinions dissidentes. Okay? C'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, la Cour prend, ils sont au nombre de 9 membres. Lorsqu'il y a une décision de la juridiction et que les autres membres ne sont pas d'accord avec cette décision, ils peuvent écrire à côté une publication qui sera qualifiée, qui sera mise à la disposition de la science, du monde scientifique. Aujourd'hui, on est aussi à l'aise de parler de Dieudonné Kalouba, c'est la décision de Dieudonné Kalouba, non, c'était la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et aussi... mais c'était bien lui le président. Oui, il était le président, mais Dieudonné Kamoulet a aussi été parmi les membres de la Cour constitutionnelle à l'époque là. Ok? Donc, et si peut-être il était contre? S'il était contre, il devait publier l'opinion dissidente. Parce que c'est prévu dans la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle. Donc s'il n'avait pas publié cela pour démontrer qu'il n'était pas d'accord avec cette décision-là, donc je crois que même comme l'avait fait le juge Corneille Ouassenda à l'époque des élections. Voilà, donc il ne faut pas attribuer la décision seulement au juge, au président Kalouba. Non, il ne faut pas lui attribuer ça. Il faut lui attribuer ça à la Cour constitutionnelle. Eux tous étaient là, ils ont signé cette décision-là. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui dire que non, c'est la décision du juge Kalouba. C'est la décision du juge Kalouba. Non, c'est la décision de la Cour constitutionnelle, y compris l'actuel président était là aussi comme moi. Au regard de cette lecture, est-ce que pouvons-nous cette fois-ci évoquer, comme je l'avais dit, une même politique derrière? Parce que lui, Kamoulet a été là, vous avez dit, c'était la décision de 9 juges, c'est vrai. Lui également était là, il n'avait pas publié sa décision s'il était contre, mais aujourd'hui il est président, cette décision change. Vous savez, c'est pour ça que je n'aime pas, je ne veux pas entrer dans les réflexions internes de chaque individu, mais je reste au niveau de la loi. Aujourd'hui, on attribue la décision de la Cour constitutionnelle au professeur Dieudonné Kalouba. Mais moi, je me dis, ce n'est pas sa décision, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Et dans la Cour constitutionnelle, à l'époque, sa composition, y compris l'actuel président, était membre. Donc, comme on a prévu la publication de l'opinion dissidente, et comme ils n'avaient pas fait ça, donc eux tous étaient d'accord. Donc ils ont tous endossé cette responsabilité. Mais comme il est aujourd'hui président. Comme aujourd'hui il est président, je peux dire, il y a eu repenti actif, il s'est repenti de cette décision. Il publie maintenant... J'aime ces mots. Voilà, il s'est repenti de cette décision, il publie maintenant une autre décision par rapport à une autre demande qui lui avait été faite par la Cour de cassation. On peut que dire merci. Mais nous, déjà, les scientifiques, de notre côté, on avait déjà soulevé des exceptions par rapport à ça. On avait soulevé déjà des arguments de droit pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord avec les décisions de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai eu le temps de lire cette décision du début à la fin. J'étais même estomaqué de voir tout ce qu'on avait écrit là-bas. Mais ce n'est pas la décision de Dieudonné Kalouba, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui est composée de 9 membres. Alors, justement, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui change aujourd'hui. Alors, je reviens sur la question de Nathan. Est-ce que la justice congolaise pose problème? Je suis d'accord avec vous, madame. Ça pose effectivement problème et c'est un chantier dont il faut mettre tout en œuvre pour le changer. C'est pour ça que j'étais en train de dire ici qu'il faudrait que
le président du Conseil supérieur des magistrature, le ministre de la Justice et le chef de l'État puissent travailler en synergie. Vous savez, à l'époque, il y avait chaque 5 heures du matin, le Matatapo avait le système de Artroïka, quelque chose comme ça, où tout le monde gagnait au moins $50 000. Mais tu vois, dans les 3 personnes que j'ai citées là, ils peuvent au moins se retrouver même à chaque 5 heures du matin pour échanger sur la justice de notre pays. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de la Troïka justice. À 5 heures, mais sans prendre l'argent, hein, sans qu'ils puissent partager l'argent. Est-ce que vous pensez que l'argent ne sera pas partagé? Non, c'est très bien. Alors, pour qu'ils ne puissent pas prendre mon idée et puis ils vont se partager. Non, ne prenez pas mon idée, mais prenez mon idée, mais ne prenez pas l'argent. Donc, allez pour le pays, c'est plus mieux. Alors, une dernière question pour justement entrer, pour passer au deuxième thème de l'émission, Maître Platini Badou. Aujourd'hui, est-ce que le professeur d'université aujourd'hui, le professeur en droit, est-ce qu'il n'inspire plus confiance? Ici, j'aimerais prendre le cas du professeur Niabirungu à l'époque, avec l'affaire Jean-Pierre Bema, la subornation de témoins qui avait créé de problèmes. C'était le professeur Niabirungu qui était vilipendé. Aujourd'hui, le professeur Dieudonné Kalouba, que de professeurs de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, le professeur n'inspire plus confiance? Est-ce qu'il faut faire confiance à d'autres personnes que de professeurs au sein des institutions juridiques? Vous savez, c'est que moi, je demande, en tant que, parce que présentement, je suis encore élève de ces professeurs-là, que la politique laisse nos professeurs tranquilles. Très bien. Parce que la politique est en train de déranger d'abord le temps de nos professeurs, la conscience de nos professeurs. Aujourd'hui, les professeurs ne sont plus à l'aise. À des fois, ils obligent nos professeurs de dire même des choses qui sont contre eux. Je prends le cas ici du professeur Niabirungu. Le professeur Niabirungu, c'est un savant. Il a écrit des ouvrages sur le droit pénal général. Alors, j'aimerais... Mais toute cette sagesse a été remise en cause, justement. C'est pour ça que je vous dis, je voudrais que la politique puisse laisser au moins nos professeurs à l'aise. Hier, j'étais à la défense d'un ami à l'UNEKIN. J'étais devant les professeurs qui est en train d'échanger sur la science par rapport à la TVA, par rapport à la fiscalité de notre pays. Il y avait, parmi les professeurs, il y avait les professeurs Bakandeja. Et vous écoutez les professeurs, vous sentez qu'il est à la matière. Et s'il arrive à les démontrer ainsi, c'est parce que la politique, il est encore en dehors de la politique. Et la politique dérange beaucoup la conscience de nos professeurs. Au lieu de répondre à votre conscience, mais je demande seulement à la politique de libérer nos professeurs. Nous en avons besoin. Nous avons encore besoin de nos professeurs. Même le professeur Niabirungu, j'ai besoin de lui. Les professeurs qui ne touchent même pas le professeur, les autres professeurs que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, il est avocat, avocat conseil, ça s'est dit ainsi? Oui, avocat conseil. De Matatamponi, le professeur Niabirungu. Alors, très bien. Passons. Oui, là-dessus, il est avocat. Il défend les intérêts de son client. Donc, il n'est pas professeur, il n'est pas politicien, il est avocat, il défend les intérêts de son client. Très bien. Merci beaucoup, Maître Platini Badou. Deuxième thématique de cette émission, 18e sommet de la francophonie. Sama Lukonde est satisfait de la condamnation du Rwanda. Je l'ai dit dans l'entretemps, c'était Paul Kagame qui a accepté le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais et a cessé les faits. C'était la décision, c'était la révélation ici du facilitateur Uhuru Kenyatta. Maître Platini Badou, votre lecture par rapport à ce qui s'est passé au cours du 12e sommet de la francophonie. Sama Lukonde aurait boudé d'ailleurs de s'afficher lors de la photo officielle de ce sommet parce que Paul Kagame était à côté. Est-ce que ces gestes vous plaît aujourd'hui, Maître Platini Badou? Je suis parfaitement d'accord avec le geste parce que c'est comme ça qu'on devait faire depuis longtemps. Ça fait appartenir à des organisations, à des groupes. On devait aussi avoir un maximum de réserve lorsqu'il s'agit d'une personne qui est membre de votre groupe. Parce que même nous, les jeunes, nous avons quand même des structures de groupes, les anciens d'eux, les anciens d'eux. Moi, je suis dans un groupe des anciens de l'Université Portugaise au Congo, mais il y a quand même, parmi nous, lorsqu'il y a deuil, lorsqu'il y a un problème, on se voit, on se réunit, on se soutient entre nous. Mais lorsque dans les organisations internationales, il n'y a pas ce soutien-là entre les États qui se disent réunis tout autour de la langue qui est la langue française, je me dis pourquoi rester dedans? Pourquoi rester dedans? Et aujourd'hui, moi, ça me dérange un peu de voir qu'un pays africain qui est un marionnette des Européens, il vient pour déranger un autre pays africain. Donc, c'est-à-dire le malheur des Africains, c'est l'Africain lui-même.
Parce que nous sommes tous en Afrique avec le même problème. Nous sommes en train de nous battre pour s'en sortir. Et la communauté internationale, qui est contre nous, bien sûr, il est en train d'utiliser le pays comme le Rwanda pour venir déranger la paix de la RDC. Le Rwanda, c'est où? Est-ce que c'est en Europe ou c'est en Afrique? C'est en Afrique. Alors, comment est-ce que l'Afrique va se développer lorsque, entre nous, on nous équipe pour tuer les autres? C'est la honte pour le Rwanda. Et c'est la honte pour Paul Kagame. Il est la honte pour l'Afrique. Parce que normalement, ça ne devait pas se faire comme ça. Je ne vois pas vraiment un Africain aller, par exemple, échanger avec quelqu'un qui est de la Pologne pour attaquer, par exemple, la Russie ou bien l'Italie. Je ne vois pas cela. Pourquoi c'est seulement en Afrique? Et aujourd'hui, il a été démontré, noir sur blanc, que ce n'est pas seulement le Rwanda qui est opposé à nous. Le M23, nous avons entendu ici le secrétaire national des Nations Unies, oui. Et il a bien déclaré que le Rwanda et le M23 avaient des armes sophistiquées qu'eux-mêmes n'avaient pas. Ça montre en suffisance de preuve que ces gens-là ne veulent pas la paix de l'Afrique. Je leur comprends, parce que sur le plan international, ce sont les intérêts et ils vivent derrière l'Afrique. Mais lorsque un Africain se tourne contre un autre Africain, c'est seulement la honte de l'Afrique. Donc l'Afrique est dans la honte à cause de ce genre de comportement. Alors, Maître Platini Mbadou, les États-Unis ont condamné l'agression rwandaise, le Rwanda, c'était au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, l'une des résolutions du 18e sommet de la francophonie, la condamnation de l'agression rwandaise. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette situation, la RDC va trouver justement une solution par des condamnations simplement, où il faut aller sur d'autres voies pour trouver une solution? Vous savez, moi je ne crois plus en rien. La communauté internationale, peu importe le nom qu'on peut leur donner, je ne crois plus en rien. Parce que nous avons vu à suffisance de preuves que non, ils ne sont plus avec nous. Le porte-parole, lorsqu'il s'était prononcé pour dire que le M23 avait des armes sophistiquées, le secrétaire national des Nations Unies, il est revenu sur ça. Et pendant tous ces temps, la communauté internationale, entre guillemets les États-Unis d'Amérique, vous voulez me dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé en RDC. Le combat a commencé depuis quand? Lorsqu'ils ont commencé par prendre Bunagana, ils ont avancé jusqu'à Rutshuru. Et la communauté internationale n'était pas informée. Et c'est aujourd'hui qu'il vient maintenant pour se prononcer sur la question. Vous croyez que pourquoi est-ce que l'armée kenyane qui est ici, il change des phrases, il change des versions à tout moment. On va d'ailleurs y revenir, Il change des versions à tout moment. Je ne crois plus en rien. Je crois aux institutions en place. Je crois à notre FARDC. Je crois en eux. Je crois que nous pouvons nous pouvons arriver à booster ces gens-là dehors. Mais seulement, nous sommes butés à un problème que nous ne pouvons pas vivre dans un vase clos. C'est-à-dire, vous êtes un État, vous vivez seulement vous-même dans votre coin. Nous sommes appelés toujours à vivre avec les gens. Mais ces gens-là qui sont appelés à vivre avec nous, ils ne sont pas de cœur avec nous. C'est vrai, les relations internationales, c'est sur les intérêts. Mais quels intérêts? Il y a aussi des intérêts propres. Entre la France et l'Italie, il y a des intérêts propres aussi. Il y a des échanges commerciaux. Et ce sont des intérêts propres. Vous ne pouvez pas seulement prendre les armes pour venir prendre nos intérêts de force. Ça, c'est le ganguettisme. Ce n'est pas propre. Mais aujourd'hui, la communauté internationale soutient ces genres d'États. Moi, franchement, je remets en cause même la Charte des Nations Unies. Je remets même en cause les traités de Versailles et les autres traités. Je le remets en cause parce que toutes les dispositions sur la souveraineté des États ont été violées, massacrées même. Mais aujourd'hui, donc moi, personnellement, cette histoire de l'embargo, de notification, machin, je me demande maintenant, parce que la notification ou l'embargo, c'est pour empêcher que les rebelles puissent obtenir les armes. Mais dans l'état, dans la situation actuelle, dans notre cas, les rebelles ont déjà des armes, non? Ils ont des armes sophistiquées même. Sophistiquées plus que nous. Alors pourquoi est-ce que nous, pays souverains, nous cherchons à nous défendre contre ces gens-là, on nous impose la notification. Alors eux, ils avaient notifié à qui? Et c'est pourquoi vous avez dit que vous croyez aux institutions de la République, vous croyez à l'armée congolaise. Est-ce que vous pensez que nos autorités ne croient pas à notre armée? Parce que, et c'est vrai, ils mettent de moyens pour l'armée, mais à tout moment, ils se fient quand même de certaines résolutions des assises au sein des organisations internationales. Est-ce que vous pensez que nos dirigeants ne croient pas en notre armée? Non, l'armée, les dirigeants
croient dans notre armée. Mais la difficulté, c'est que l'armée ne peut pas se battre sans les munitions. Lorsque nous entendons que notre avion qui avait des munitions a été, et maintenant en France, cloué au sol, c'est une difficulté. Parce que c'est comme on ne dirige pas sans l'économie. On ne gagne pas une guerre sans les armes. Vous voyez un peu. Donc nous avons besoin des armes pour avancer, pour progresser. Et c'est là il faut la diplomatie. Il faut la diplomatie. Parce que c'est pour ça que j'ai même dit qu'on ne peut pas vivre dans un vase clos. Il faut la diplomatie. Maintenant, la diplomatie doit... les gens qui sont appelés à dialoguer avec nous, ils ne jouent pas franc jeu. C'est-à-dire, ils viennent avec une phrase, ils changent le matin. Même le chef de l'État, deux fois, je me dis, lui-même se pose des questions. Voyez-moi, lorsqu'il y a eu conférence avec le ministre des Affaires étrangères sur les contingents des militaires qui devaient venir ici, il avait bien dit que non, les militaires devaient, chaque pays devait envoyer les militaires, ils devaient prendre en charge le financement et puis ils vont venir ici, ainsi de suite. Il avait donné les détails. Mais après un temps, nous apprenons que l'Ouganda avait soulevé une exception, que non, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas de logistique, il y a pas... Vous voyez un peu, les gens, vous signez le matin, ils changent le soir. Mais je connais les Africains, je connais les chefs d'État africains. Ils reçoivent des ordres de l'extérieur. C'est ça maintenant le problème. Maintenant, notre chef, il est là seul contre eux tous. Et c'est pour ça qu'il est tourné vers la population. Et nous, maintenant, la population, nous allons le soutenir et nous allons lui prêter main forte pour amener cette guerre jusqu'à la fin. Mais le brassage, le mixage, plus jamais dans notre pays. Alors, Paul Kagame se porte garant, Nathan venait de le dire tout à l'heure, de négocier avec le M23 et leur demander de se retirer. Alors, est-ce que le gouvernement congolais peut croire à son bon vouloir faire? Vous savez, ce qui m'étonne d'abord, madame, par rapport à votre question, c'est de savoir que non, un groupe, entre guillemets, des Congolais, qui sont en train de se battre au Congo, qui réclament les choses au gouvernement congolais, mais lorsqu'il faut se réunir pour échanger entre les Congolais, et il y a un président rwandais qui se déplace. Qui intervient. C'est un cas d'école, hein. C'est vraiment un cas d'école. Parce que j'avais suivi le monsieur là, Willy Ngoma. Willy Ngoma, ouais. Non, c'est lui du M23. Là. Du M23. Gouvernement, il y a des tribalistes. Ils sont en train de bafouer le pays. Nous ne voulons pas de cela. Ils vont toujours... J'avais suivi ces recommandations, ces réclamations. Bon, je me dis, qu'est-ce que le président rwandais viendra faire dans une affaire qui concerne que des Congolais? Il vient faire quoi? Parce que lui, il était en train de dire que si le FDLR, c'est le FDLR qui était au Congo, et lui, il avait peur de FDLR, c'est pour ça il s'imposait un peu sur cette route-là. Aujourd'hui, quand il va venir chez nous, il va venir pour le FDLR ou pour le F23. Voilà pourquoi moi je me dis, je ne peux pas faire confiance à ce qu'il nous dit. Je ne peux pas faire confiance à cela. C'est si simple que ça. Parce que c'est entre les Congolais. Pourquoi on va accepter un Rwandais venir nous dire ce que les Congolais sont en train de réclamer pour nous? En quelle qualité? En quelle qualité? Il est qui? Avec le M23. C'est lui le chef. Donc aujourd'hui, il accepte que non, c'est lui qui est le parrain ou le patron de l'M23. Bon, s'il accepte qu'il est le patron de l'M23, mais c'est maintenant, à ce moment-là, que l'organisation internationale devait regarder. Parce que nous sommes un pays souverain. Il a franchi notre pays. Déjà, on peut déjà saisir la CPI ou saisir la CIJ par rapport à tout ce qui s'est passé à l'est du pays. On peut déjà saisir ces institutions-là. Parce que c'est démontré maintenant que non, c'est lui qui était derrière ça. Parce que vous vous rappelez encore, Jean-Pierre Bemba a été à la CPI, pas parce qu'il était physiquement au Centrafrique. Entre guillemets, on lui reprochait que non, ces militaires avaient causé du tort au Centrafrique. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut directement saisir la CPI parce que c'est un aveu. Et quelqu'un comme ça, moi, je ne peux pas faire confiance à ses dires. Moi, je demande plutôt au chef de l'État, comme il a déjà commencé, il a demandé la présence de la population, nous sommes là, nous allons y aller, nous allons nous organiser pour s'inscrire dans l'armée congolaise, nous allons demander à ceux qu'ils puissent acheter aussi des munitions et qu'on enlève un peu cette histoire de notification parce que ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route, et puis nous allons défendre notre patrie. Alors Kinshasa doit rester catégorique au sujet du M23 qu'il ne souhaite pas voir autour de la table des négociations alors que le processus est quand même aujourd'hui salué par plusieurs autorités étrangères.
Vous savez, les autorités étrangères de quel pays? Notamment Macron, la France, le président Macron qui soutient le processus de négociation entre le gouvernement congolais et le M23. Moussa Faki et les présidents kenyans qui est déjà là. Vous savez, je vous avais dit tantôt ici que dans notre gouvernement, j'ai confiance en notre gouvernement, j'ai confiance au chef de l'État. Et c'est la honte du Rwanda au travers de son président Kagame. Je n'ai pas confiance au chef d'État français. Je n'ai pas non plus confiance au président des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas confiance en eux. Je n'ai pas confiance au secrétaire national des Nations Unies. Je n'ai pas confiance en eux. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour leurs intérêts. Et je ne vois pas pourquoi je vais leur faire confiance. Mais je fais confiance au chef de l'État, je fais confiance aux institutions en place. Ils sont en train de négocier pour un cessez-le-feu. Ils sont en train de négocier. J'aimerais bien... Je suis là en train de regarder, en train d'attendre ce qui sera dit là-bas. Parce que déjà, dès le départ, les partis dans la négociation, il y a quelque chose qui ne va pas. Les M23, les Congolais, ils se battent sous le sol congolais. Et puis, il y a un Rwandais qui va venir pour les représenter. Déjà, dès le départ, c'est déjà un problème. Lorsque le président Macron est en train de soutenir ce dialogue, ce consensus-là, c'est le consensus qui se passe entre qui et qui? Entre les Congolais ou entre le Congo et le Rwanda? Ils doivent nous dire aussi. Lorsque le président Kagame vient dans les histoires des Congolais, il vient en quelle qualité? Pacificateur? Négociateur? Il vient en quelle qualité? Alors, devant cette ambiguïté-là, devant cette difficulté de comprendre les différentes parties dans une négociation, je préfère me taire. Je préfère ne pas faire confiance aveuglément. Je préfère suivre les choses comme il se passe. J'ai confiance, je me répète encore, aux institutions en place. Je crois qu'ils vont refuser les mixages, ils vont refuser cette histoire-là de brassage dans notre armée, même sur les institutions politiques. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu cette loi Tiani-là. Je crois que tout le monde peut postuler là où il veut, mais pas dans des institutions du pays. Parce que ça nous cause toujours des problèmes. Autrefois, Kinshasa a été catégoriquement contre ces négociations. Ils ont dit, avant d'y aller, le M23 devrait se retirer des localités qu'ils occupent, mais aujourd'hui, à ce stade, avec des facilitateurs, on voit qu'il est quand même prêt à y aller. Est-ce que c'est parce que, comme le dit certaines sources, qu'il y aurait de prétendus accords signés entre Kinshasa et Kigali? Voilà pourquoi, au finish, ils sont en train d'accepter d'aller en négociation. Non, j'aurais appris que la condition sine qua non pour qu'il y ait une négociation, il fallait d'abord se retirer. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je ne pense pas qu'il y a déjà des accords. Je ne pense pas. C'est à vous, les journalistes, de vérifier. Nous aussi, nous allons vérifier en tant que scientifiques. Mais j'aurais appris que une des conditions pour aller en négociation, il fallait d'abord se retirer. S'ils se sont retirés, c'est bien. Maintenant, nous allons négocier. Je me demande, nous allons négocier sur quoi? Je me pose souvent des questions. Je vais négocier sur quoi? Les intérêts de non, ils sont des Congolais. Ils sont des Congolais. Imaginons un peu. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques, non? Le M23, c'était d'abord CNDP. CNDP, c'est devenu M23. En 2013, c'était toujours le M23. Il y a eu brassage, mixage, tous ces éléments-là. Ils sont entrés dans différentes institutions du pays, même dans l'armée, ainsi de suite. OK? Maintenant, ils vont réclamer encore quoi? Qu'ils entrent encore. Combien de fois le M23 vont entrer dans les institutions de notre pays? Combien de fois? Pourquoi à tout moment, c'est seulement eux qui viennent après? Imaginons un peu que si le MLC faisait la même chose. Parce qu'eux tous, c'était des mouvements rebelles. MLC faisait la même chose. Le RCD revenait encore sur ça. Si tout le monde devait passer par là pour être dans les institutions, vous imaginez la RDC, comment nous serons demain? S'il faut tout le parti politique, pour entrer dans les institutions, il faut seulement aller quelque part et puis commencer la guerre et puis revenir, et puis venir autour du table pour réclamer les postes. Voilà comment on va diriger le pays comme ça, où tout le monde se retire quelque part pour venir faire la rébellion. Mais demandons aussi au MLC d'aller le faire, RCD d'aller le faire, les autres d'aller le faire également. Cette histoire devait cesser. On devait mettre fin à cela. Nous sommes un pays démocratique. Nous sommes un pays où nous avons connu déjà plus de 3 tours des élections. Peu importe les difficultés, même aux États-Unis d'Amérique, il y a eu des difficultés électorales. Mais du moins, nous avons eu à organiser cela. En 2006, en 2011 et en 2018. Et aujourd'hui, nous allons encore organiser en 2023.
Si vous voulez postuler, vous voulez être au Parlement, venez, entrez, allez à la CENI, déposer la candidature, vous battez campagne. Vous voulez être chef de l'État, faites la même chose. Vous voulez entrer dans l'armée, allez-y, recyclez-vous. Mais ne venez pas avec des armes au coin du pays pour solliciter une entrée par force. C'est ce que nous devons vraiment mettre fin à cela. Donc si le chef de l'État me suit présentement, il faut qu'on puisse mettre fin à ce genre de pratiques. Ce n'est pas seulement se réveillant les matins, on prend les armes, on vient, on force même l'État souverain à vous faire entrer des forces. Je crois que c'est quand même trop. Très bien. Mais alors, Maître Platini Mbadou, aujourd'hui, les forces régionales sont déjà dans la partie Est pour soutenir le FARDC. Mais essayons un peu de parler sur la présence de Uhuru Kenyatta, qui n'est plus président du Kenya. C'est William Ruto qui est aujourd'hui d'ailleurs à Kinshasa. C'est William Ruto qui est président du Kenya. Mais Uhuru Kenyatta continue toujours à mener ces démarches pour trouver des solutions. Bien qu'il ait choisi facilitateur, il n'est plus président de la République. Est-ce que vous pensez que Uhuru Kenyatta joue le jeu de l'ennemi dans le sens où il n'est plus président, mais c'est lui qui continue. Il a été désigné. Pourquoi ne pas désigner une autre personne à sa place? Et c'est lui qui a piloté les assises du Kenya. Mais Maître Platini Mbadou, les forces kenyanes sont déjà à Kinshasa, sont à Goma pour accompagner le FARDC. Alors, à ce stade, il y a de processus de négociation. Est-ce que vous croyez en cette armée? Vous croyez à Uhuru Kenyatta, le démarche qu'il mène? Est-ce que vous croyez aux armées qui doivent accompagner le FARDC? Est-ce que vous croyez également aux différents pays membres de cette communauté d'États d'Afrique de l'Est? Vous savez, le président Uhuru Kenyatta, il a été choisi comme facilitateur parce que c'est un ancien président par rapport à son expérience. Parce qu'il a géré quand même un État. Il a quand même... Mais il n'est plus président. Effectivement. Pourquoi ne pas remettre cette place à une autre personne? Non, en fait, vous savez, on peut avoir besoin de quelqu'un par rapport à sa sagesse, par rapport à ce qu'il a comme expérience. C'est pour ça que j'étais même en train de dire par rapport à... Je vais suivre l'autre fois M. Fayoulou en train de dire que non, maintenant je peux voir le chef de l'État pour discuter sur la situation sécuritaire à l'Est. Moi je me dis, mais avec quelle expérience? Fayoulou l'a dit. Mais oui, M. Lengankoyi avait dit ça, on a tous suivi ça. C'est le détail. Vous avez entendu Fayoulou dire. Non, M. Lengankoyi... Bon, tout comme on peut avoir aussi besoin de Joseph Kabila dans des organisations internationales. Voilà, avec Joseph Kabila, je peux, s'il veut avoir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour échanger sur la sécurité à l'Est du pays, je peux accepter. Parce qu'il a de l'expérience, il a géré le pays, il a géré ce problème de 1-23 pendant un bon moment. Mais quand on me dit, par exemple, non, M. Fayoulou doit avoir le chef de l'État pour trouver des solutions, par rapport à quoi? Il a fait des études stratégiques sur la défense du pays, où il a géré le pays pendant un moment. Ça c'est Olengankoyi, mais ce n'est pas lui-même Fayoulou. Vous estimez que Uhuru Kenyatta a le profil indiqué pour assurer cette facilitation? Madame, je vais revenir sur votre préoccupation là. Vous voyez un peu, donc on peut prendre quelqu'un par rapport à son expérience. Et Uhuru Kenyatta était chef de l'État dans son pays, et il a géré un pays. Il connaît au moins quelque chose sur la gestion, sur la sécurité du pays, non seulement du pays, mais de l'Afrique aussi. Parce qu'à deux fois, ils échangent sur ça. Alors, aujourd'hui, nous avons connu aussi Kodjo, qui était venu dans notre pays, dans le cadre toujours des assises, des négociations, et ainsi de suite. Donc, il est parti sans trouver une solution. Très bien, on ne peut pas revenir là-dessus. Voilà, mais du moins, il était venu. Il était venu pour trouver une solution, mais il a trouvé les difficultés qu'il avait trouvées et il est parti. Mais je crois qu'aujourd'hui, Kenyatta aussi est venu dans le même sens. Dans le même sens. Je n'entre pas dans les détails de leur mission. Et d'où la question, est-ce que vous croyez en lui, vous croyez en ce qu'il fait, vous croyez aux voisins, c'est-à-dire aux pays qui font partie de cette communauté d'États d'Afrique de l'Est, est-ce que vous croyez aussi aux différentes armées qui ont rejoint l'Est de la RDC? Par rapport à la personne de Kenyatta, je crois un peu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le 1-23 s'est retiré. Et aujourd'hui, leur parrain a donné le mot d'ordre pour qu'ils puissent se retirer. Ils sont en train de se retirer. Déjà, d'emblée, je peux quand même lui donner un peu du crédit par rapport à sa présence dans notre pays. Et aujourd'hui, il y a les militaires kenyans sont déjà ici sur le sol congolais. Je peux lui donner, je parle de la personne, je peux lui donner du crédit. Mais les États qui entourent les EAC, j'avais dit ça l'autre fois,
C'est entre autres le Rwanda, Ouganda, c'est presque les pays qui nous mettent un peu en difficulté. Je ne dis pas que je doute, je ne dis pas que je remets en cause l'EAC, mais je doute de leur bonne foi à nous amener à trouver une solution sans problème. Je doute un peu de leur bonne foi. Très bien, alors on va prendre rapidement cet appel pour clôturer cette émission. Allô, bonjour. Je dirais, ce type-là qui est en train maintenant de donner de plus de solutions. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour. Bonjour. Allô, papa, contribution à Evanini pour l'émission. Ah, il est parti. Malheureusement, alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maître Platini, votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, j'aime mon pays. J'aime mon pays et je soutiens le FARDC. Et je crois qu'avec Dieu, nous allons y arriver. Et aujourd'hui, déjà avec la diplomatie du chef de l'État, nous avons réussi à mettre à nu la communauté internationale qui est souvent derrière les gens qui nous agressent. Et aujourd'hui, ça a été démontré. Et aussi, ici, il y a une recommandation que je peux faire au chef de l'État, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait brassage, il ne faut pas qu'il y ait mixage. Il ne faut pas autoriser ou tolérer qu'à chaque fois dans notre pays, que les gens se prennent le luxe d'aller prendre des armes pour venir forcer l'entrée aux institutions du pays. Ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes un pays démocratique maintenant, il y a des élections, il y a des moyens appropriés pour y entrer. On ne peut pas toujours faire recours à ce genre de pratiques. Très bien, merci beaucoup. Maître Platini Mbadou, secrétaire national en charge du portefeuille du parti Estor, parti proche de l'Union Sacrée. Il a été notre invité. Maître Platini, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également de m'avoir invité. Très bien, merci. Cette émission a été co-présentée par Tania Moubouadi. Merci, Tania Moubouadi. Merci, Nathan. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Très bien. Merci également, à Maître d'avoir répondu à nos autres. Également, merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout à travers le monde. Et j'ai dédié cette émission à messieurs Justin depuis la Chine à Hong Kong. Merci, messieurs Justin, de toujours nous soutenir là où vous vous trouvez. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors, cette émission est terminée. On se retrouve comme ça le mercredi. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine chez vous. Au revoir.